vais, si vous voulez bien, commencer. Donc, je vais dans cette conférence parler d'eugénisme et de dignité humaine, en essayant de montrer quels sont les rapports de ces deux notions qui, a priori, paraissent antinomiques, contraires, aujourd'hui. Donc, comme je disais, l'eugénisme et la dignité humaine paraissent en radicale opposition. L'eugénisme serait porté par l'instrumentalisation de l'homme, alors que l'autre, c'est au contraire l'idée de sa valorisation absolue. L'un signifierait, en quelque sorte, que l'un ferait toujours de l'homme un moyen, non d'une fin, l'eugénisme, et l'autre ferait toujours de l'homme tout simplement une fin, un absolu, qui doit être toujours respecté. L'eugénisme, le mot eugénisme, est de création relativement récente, puisqu'il date du XIXe siècle. Il a été formé ou inventé par Francis Galton dans la fin du XIXe siècle. Cependant, c'est au XXe siècle que on peut considérer le XXe siècle comme le siècle de gloire de l'eugénisme, puisque c'est celui qui a vu le plus de mesures se réaliser. On peut considérer, aujourd'hui en tout cas les historiens ont tendance à considérer qu'au XXe siècle, la majorité des pays occidentaux ont mis en place des mesures eugéniques, ou en tout cas toujours discuté l'idée, et donc souvent mis en place des mesures eugéniques, la majorité des pays occidentaux ou des pays sous influence ou sous domination occidentale. L'exemple, évidemment, le plus connu et le plus triste d'eugénisme, c'est l'Allemagne nazie. En général, on associe toujours les deux, et ce qui parfois teinte la définition d'eugénisme d'une certaine mécompréhension. En tout cas, face au crime nazi, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la communauté internationale, l'Alliance, a voulu affirmer avec force la valeur de l'homme en soulignant sa dignité. Aucun État, après la Seconde Guerre mondiale, progressivement, aucun État ne saurait s'attaquer à l'homme. Mais ce qu'on peut noter, c'est que l'eugénisme n'a pas été alors directement condamné. Aujourd'hui, il fait en revanche l'objet d'une interdiction de la plupart des États démocratiques. On a tendance à considérer que si l'eugénisme a été si courant dans la première moitié du XXe siècle, c'est que ce siècle-là, ou cette première moitié, ne connaissait pas la dignité humaine en tant que principe juridique, ne s'était pas fondée sur la dignité humaine. Donc elle ne donnait pas à chaque individu la même autonomie que nous connaissons aujourd'hui, la même protection. Un État ne pourrait plus aujourd'hui imposer des comportements, des convictions, chaque personne étant protégée par la dignité humaine. Cependant, est-ce qu'on est en droit d'en conclure que cela bannit automatiquement l'eugénisme de nos sociétés? C'est la question fondamentale de mon travail. J'étudierai cette question en deux temps. D'abord, je dresserai un aperçu historique de l'eugénisme jusqu'à la première moitié du XXe siècle, puis je me concentrerai sur la notion de dignité humaine, la protection qu'elle offre et les pratiques eugéniques qu'elle semble permettre. Donc, dans ma première partie, l'aperçu historique, j'essaierai de montrer la diversité théorique, donc les diverses idées que l'eugénisme a pu véhiculer, à travers l'exemple de deux auteurs, de deux textes, Platon, donc un exemple antique, et Galton, le créateur du mot. J'essaierai ensuite de montrer la diversité des mesures que l'eugénisme peut
peut couvrir, en étudiant 2 cas historiques, les mesures dans 2 pays, la France jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et les États-Unis. Donc, Platon d'abord. Dans le but de découvrir ce qu'est la justice, Platon pense dans la République une cité idéale qui le caractérise par une séparation fonctionnelle de ses citoyens. Je cite, « Le fait de s'occuper de ses tâches propres, c'est la justice. » Alors, on peut distinguer 3 fondements justifiant cette spécialisation. Tout d'abord, d'un point de vue purement pratique, elle permet de... c'est-à-dire, comment dire, c'est simple, les compétences des uns, la capacité des uns, le talent des uns, sert la société. On a tous des talents différents, chacun donc se sert de ses talents, chacun se sert de ses spécificités pour le bien de la société. À un niveau supérieur, lorsqu'il s'agit de la distinction des fonctions de production, de garde et de direction de la cité, elle trouve un fondement plus profond, ancrant la division dans la nature. Platon recourt alors au mythe d'Hésiode en le réduisant au mythe des races d'Hésiode, en le réduisant aux 3 fonctions types de la cité. Alors, je cite, « Vous qui faites partie de la cité, vous êtes tous frères. Mais le Dieu, en modelant ceux d'entre vous qui sont aptes à gouverner, a mêlé l'or à leur genèse. C'est la raison pour laquelle ils sont les plus précieux. Pour ceux qui sont aptes à devenir auxiliaires, il a mêlé de l'argent. Et pour ceux qui seront le reste des cultivateurs et des artisans, il a mêlé du fer et du bronze. La cité périra si son gardien est de fer, ou si elle est gardée par l'homme de bronze. » Donc cette explication mythologique est probablement destinée à la classe des producteurs, parce que le véritable fondement de la structure connue des gardiens de la cité est d'ordre métaphysique. Platon divise l'âme humaine en 3 principes. L'âme désirante, l'âme ardente et l'âme rationnelle, principes auxquels correspondent les 3 classes de la société, producteurs, auxiliaires et gardiens. D'un point de vue individuel, la justice est d'abord une tâche intérieure. La justice, c'est de accorder ces trois entités qu'on a chacun en nous et de les placer chacune à sa place. Donc il s'agit d'ordonner, d'harmoniser les 3 principes qui existent en nous, de manière à faire d'un être à la base pluriel un être unifié. L'injustice, donc d'un point de vue personnel, c'est la discorde. La conception de la justice de Platon est inséparable de sa théorie de la connaissance des formes, selon laquelle les choses sensibles ne sont que les images des formes intelligibles, les idées qui ne sont accessibles que par la raison. Alors que le sens importune la pensée en incitant à la passion, la dialectique permet de s'élever jusqu'au monde des idées. L'allégorie de la caverne illustre le cheminement de la connaissance véritable, qui s'apparente à la démarche philosophique permettant de s'affranchir des apparences. Alors on comprendra bien sûr, dans ces conditions, que c'est aux philosophes de diriger la cité, car tout comme la raison sera d'apporter l'harmonie dans l'âme, le philosophe devra garantir la justice, donc la séparation des castes dans la cité. L'injustice donc, du point de vue de la cité, du point de vue public, c'est le conflit entre les 3 classes. Lorsque, par exemple, notamment, la classe des producteurs se met à gouverner. Dès lors, le génie de Platon aura pour but d'organiser une cité divisée en 3 parties vivant en harmonie et de permettre son maintien. L'action du législateur de Callipolis, donc la cité idéale, la cité que Platon décrit, l'action du législateur de Callipolis est de veiller à ce que chacun soit et reste à sa place. Que les citoyens s'unissent les uns aux autres ou qu'ils fassent quoi que ce soit d'autre de manière désordonnée, cela ne sera pas pieux dans une cité de gens heureux. Et les dirigeants ne le permettront pas. Il est donc clair que notre prochaine tâche est de donner au mariage le caractère le plus sacré. Ceux qui seraient sanctifiés seraient les plus bénéfiques. Fin de citation. Platon donne donc aux dirigeants le rôle d'organiser les mariages en tenant compte des intérêts de la cité. Ainsi, citation,
Il faut que les hommes les meilleurs s'unissent aux femmes les meilleures le plus souvent possible, et le plus rarement possible pour les plus médiocres s'unissant aux femmes les plus médiocres. Il faut aussi nourrir la progéniture des premiers, et non celle des autres, si on veut que le troupeau soit de qualité supérieure. Et il faut enfin que tout cela se produise hors de connaissance de cause de tous. Hors de la connaissance de tous. Donc, afin d'éviter les foudres des citoyens, le législateur devra organiser un tirage au sort sophistiqué, de manière à ce que l'homme médiocre, après chaque union, rende le sort coupable et non les dirigeants. Alors, si la formation des couples est strictement encadrée, Platon imagine qu'afin de récompenser les citoyens excellents, la cité leur accordera récompenses et privilèges, et en particulier une plus grande liberté d'union. Cela permet à nouveau, évidemment, de favoriser la reproduction des meilleurs. Non seulement de favoriser la reproduction des meilleurs, mais aussi d'instiller une émulation vers l'excellence. Afin de faciliter les unions prometteuses, Platon envisage pour l'élite de la cité une mise en commun des femmes et des enfants qui permettra ainsi une liberté du choix de leurs unions aux dirigeants. Je cite, « Que les femmes soient toutes communes à tous ces hommes et qu'aucune ne cohabite avec aucun en privé. Que les enfants également soient en commun et qu'un parent ne sache pas lequel est sa progéniture, ni un enfant qui est son parent. » Fin de citation. Faire en sorte de réduire la vie privée ressort d'une volonté de concentrer les efforts des citoyens sur le bien de la cité plutôt que sur leur propre profit. L'anonymat relève d'une intention similaire. En effaçant les liens familiaux, Platon fait en sorte qu'il n'y ait pas d'attachement émotionnel à un enfant, ce qui pourrait remettre en cause sa législation. Nouvelle citation. « Les enfants de ceux qui sont excellents, je pense qu'ils seront conduits dans l'enclos auprès de certaines nourrices qui habitent à l'écart, dans un endroit réservé de la cité. Quant à la progéniture de ceux qui ont moins de valeur, et dans tous les cas où naîtrait chez les premiers un enfant mal formé, ils le cacheront, comme il convient dans un endroit secret et isolé. » Les enfants des citoyens de moindre mérite, probablement ceux de la classe des producteurs, sont associés dans leur sort aux enfants mal formés, et certains auteurs émettent l'hypothèse que ce dont parle Platon ici, c'est d'une mise à mort cachée. Donc, la législation eugénique de Platon vise d'abord à favoriser la reproduction des meilleurs citoyens, eugénisme positif d'une part, mais aussi à empêcher la réduction de la qualité de la population de la cité, eugénisme négatif d'autre part. En plus des mesures destinées à régir les unions, on peut aussi noter que la conception de la médecine de Platon semble porter des traces d'eugénisme. En effet, elle est destinée à guérir les citoyens, mais dans la limite, à nouveau, dans la limite de leur nature, de leur prédisposition. Celui qui aura une constitution faible, et pour qui les soins se prolongeraient indéfiniment, l'empêcheraient de se consacrer à son activité, ne bénéficiera pas de l'attention du médecin. Je vais passer donc au deuxième exemple littéraire, Francis Galton. Dans son œuvre Inquiries into Human Faculty and its Development, publiée pour la première fois en 1883, Galton, après avoir observé le rôle que l'homme a inconsciemment joué dans le développement de l'humanité, s'interroge sur l'opportunité de prendre en main la destinée de l'espèce humaine afin d'accélérer, d'optimiser son évolution en la soustrayant au hasard. Cette supervision de l'évolution humaine par l'homme, Galton la nomma eugénisme et la définit comme, je cite, « science de l'amélioration de la race qui ne se borne nullement aux questions d'union judicieuse, mais qui, particulièrement dans le cas de l'homme, s'occupe de toutes les influences susceptibles de donner aux races les mieux douées un plus grand nombre de chances de prévaloir sur les races les moins bonnes. »